Ok. Faut garder son collector. Bon, bah, bienvenue à tous à cette présentation d'Annecy 3.0. Donc, quelques mots sur Annecy 3.0. Le but pour nous, c'est une association participative. Notre but, c'est ensemble de comprendre le Web 3, construire une association sur Annecy et qu'on apprenne tous ensemble. Et dernier signe, c'est pour plus tard, pour des bières. Voilà, il y a un côté formation, faire un réseau Web 3. Et si vous avez des projets, ça permettre de créer des projets tous ensemble. Donc sans rentrer dans les détails, surtout que vous étiez là pour ces précédents meet-up, il y a eu des meet-ups sur la blockchain, sur la NFT, sur Ethereum, sur la DeFi. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir sur le blockchain modulaire. Alors très franchement, ce soir, c'est un sujet un peu plus technique que d'habitude. Donc le but, c'est pas de tout comprendre. C'est un sujet que moi-même, je ne maîtrise pas à 100% évidemment. Et donc le but, c'est plutôt de comprendre l'idée générale. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? En fait, on va voir un peu un historique de ce qui se passe. On va voir les premières générations de blockchain, ensuite une ère un peu avec plein de blockchains, et ensuite les blockchains modulaires. Donc, tout commence avec Bitcoin. En fait, Bitcoin, vous le savez peut-être, son objectif, c'est simplement de faire des transferts de valeur monétaire. Et donc là, vraiment, on a un monde en fait où une blockchain, c'est une application. Et assez vite, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu pouvoir créer plusieurs applications sur les mêmes blockchains. Et en fait, c'est là qu'on a eu Ethereum, Solana, Tron, Avalanche. Donc voilà, c'était ça le but, de pouvoir créer autant d'applications qu'on le souhaite sur les mêmes blockchains. Et donc on parle de General Purpose Blockchain, ça veut dire de blockchain de General Purpose. Je ne vais pas me risquer à traduire ça, je sens que ça va être difficile. Mais donc, malheureusement, il y a quand même un problème avec ça. C'est qu'on a une blockchain auquel on peut mettre autant d'applications qu'on souhaite dessus. Mais toutes ces applications, en fait, elles sont en compétition pour la même bande passante sur la même blockchain. Donc, en fait, il y a des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes de scalabilité. Ça veut dire qu'il y a des goulots d'étranglement. Et donc, la première solution auquel tout le monde a pensé, entre autres, c'est de dire il suffit de créer d'autres blockchains. Alors, en théorie, c'est une bonne idée de créer d'autres blockchains, mais ça crée certains problèmes. Le premier problème, c'est que chaque blockchain doit créer en fait, sa propre sécurité. Alors, on ne rentrera pas dans le détail, parce que la sécurité des blockchains, c'est tout un sujet. Deuxième chose, en fait, c'est que les blockchains, c'est vraiment des vases clos. Ça veut dire que, autant, une blockchain, pour elle, c'est très facile de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la blockchain. Mais par contre, interagir avec des blockchains externes ou le monde extérieur, c'est très, très compliqué. Et en fait, ça, c'est une conséquence un peu, c'est qu'il y a une liquidité, c'est-à-dire des fonds qui sont fragmentés sur plusieurs blockchains. Et l'exemple parfait pour ça, c'est de voir, par exemple, mon vieux token Ethereum. Alors là, c'est un vrai Ethereum. Et vous pouvez voir que, par exemple, voilà, il existe sur Ethereum, évidemment, mais il existe aussi sur la blockchain XDAI, la blockchain Polygon, la blockchain Phantom, la blockchain Avalanche, la blockchain Arbitrum. On se dit, ah ouais, putain, mon Arbitrum, il existe sur 6 blockchains différentes. Mais si seulement, c'était seulement 6. Ah, c'est ça la réalité. Et donc, vous vous retrouvez avec du Ethereum sur plein de blockchains différentes. Et comment vous gérez tout ça? Comment savez si celui que vous achetez est fiable et voilà, c'est celui que vous voulez? Notamment, voilà, ça devient super compliqué et la liquidité elle est fragmentée en fait. Donc en fait, pour régler ces problèmes-là, on essaie d'avoir deux solutions. La première, c'est de partager la sécurité. Et la deuxième, c'est d'avoir un protocole de communication entre blockchains. Alors le premier en fait qui a essayé d'apporter une solution à ça, c'était Cosmos. Voilà, c'est une blockchain assez intéressante franchement. On va voir quelques mots là-dessus, mais voilà, le but c'est pas de rentrer en détail là-dessus, mais voilà, voir les solutions qui ont été proposées. Donc qu'est-ce que Cosmos a fait? Ils se sont dit, ok, j'ai une multitude de blockchains indépendantes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais je vais avoir un mécanisme de sécurité partagé. Et en fait, ils ont deux types de mécanismes. Ils ont la shared security. Et là, il y a une blockchain principale, le hub, et c'est Atom, qui va permettre de sécuriser des blockchains secondaires. Et l'autre modèle, qui est assez intéressant et qui est en train d'être développé, c'est la mesh security, où en fait, toutes les blockchains peuvent se co-sécuriser en mettant en gage des tokens, etc. Donc voilà, c'est la co-sécurité. Et donc, ouais, ça te permet d'être plus fort un peu ensemble. Ouais, c'est un peu l'union fait la force, tout simplement. Autre chose que Cosmos a développé, c'est un protocole de communication en fait, entre les différentes blockchains.
vous pouvez appeler un smart contract d'une chaîne vers l'autre en restant sur la même blockchain. Par exemple, vous êtes sur une blockchain de Cosmos, vous pouvez appeler un smart contract qui est sur une blockchain. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Et dernière petite chose, vous avez un compte unique pour toutes les blockchains. Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça qui font la différence hein, dans l'usage au quotidien. C'est pas parfait, mais voilà, c'était les premières idées. Donc voilà, on a des blockchains interdépendantes qui communiquent entre elles. Mais il y a des limites. En fait, ça reste des blockchains qu'on appelle monolithiques qui réalisent toutes les opérations. Et là-dessus, ça c'est vraiment intéressant, je trouve, c'est de se dire, c'est quoi les opérations en fait, qu'une blockchain fait vraiment? Parce qu'on se dit, ouais, une blockchain, bah, c'est une blockchain. Mais ça fait quoi concrètement une blockchain? Bah, ça fait l'exécution, le settlement, le consensus, data availability. Alors, évidemment, c'est tous par cœur ce que ça veut dire. Bah, évidemment, data availability, voyons, j'en parlais ce matin avec mon boulanger. Je m'emballe peut-être. Peut-être qu'il m'écoutait pas en vrai. Il était juste poli. Mais bon. Bon, encore une fois, le but n'est pas de tout comprendre. Voilà, c'est des sujets qui sont complexes. Quand plus en détail, plus il y a de subtilité. Mais dans les grandes lignes, l'exécution, ça veut dire traiter les transactions. Ça veut dire, par exemple, vous faites un envoi à quelqu'un, et ben, il y a des calculs à faire, il y a des choses à faire, hop, on exécute. Deuxième étape, c'est le settlement. C'est qu'en fait, on vérifie la validité des transactions, voir si on n'a pas triché, et on gère les conflits. Ensuite, il y a le consensus. C'est quand on propage les transactions au réseau, voilà, et on désigne la chaîne officielle. Ça, c'est super important. Et dernière chose, la data availability, c'est en fait, c'est faire en sorte que les données soient dispo pour tout le monde. Et là, et c'est là le cœur de la présentation et la dernière partie de notre présentation, on y arrive, c'est les blockchains spécialisées, les blockchains modulaires. Et donc voilà, on arrive aux blockchains modulaires. Et donc vraiment, voilà, toute l'idée, c'est en fait, j'ai ma blockchain monolithique là, qui réalise exécution toutes les étapes. Et bien si je séparais ça, avec une blockchain qui fait l'exécution, une qui fait le settlement, et une qui fait le consensus et la data. Donc voilà, vraiment le but, c'est qu'elles soient optimisées chacune de leurs opérations. Et donc maintenant, on va voir un peu les différentes configurations que ça permet d'avoir. Voilà. Première configuration, c'est celle qu'on connaît. Alors ici, vous avez les différentes opérations, data, consensus, settlement, exécution. Et ici, vous avez le modèle. Là, il y a le modèle monolithique, c'est-à-dire que la blockchain fait tout. Par exemple, Ethereum ou Solana ou Bitcoin fait tout seul. Deuxième modèle dont on parle de plus en plus, c'est on fait l'exécution à part. Ça veut dire on a un roll-up qui est à part, et lui il fait l'exécution, il se spécialise là-dedans, donc ça lui permet d'être particulièrement efficace là-dedans. Et là, les deux plus connus en ce moment, les deux technologies les plus connues, c'est Optimistic Rollup et Zk Rollup. On ne va pas parler de ça maintenant, ce n'est pas le sujet, mais voilà, c'est des technologies où ils se spécialisent dans l'exécution, et donc ils sont extrêmement efficaces pour faire ça. Voilà. Mais par contre, voilà, la sécurité, la data, le consensus, le settlement, ils se mettent toujours sur la chaîne principale. Voilà, ça se colle quand même dessus. Voilà, ça c'est quelque chose voilà, qui se développe de plus en plus. Et maintenant, quelque chose qui arrive de plus en plus, c'est l'idée de se dire, c'est que la data availability, et si je la faisais aussi à part? Voilà, ici là, elle est à part, et ça on appelle ça un validium. Voilà, c'est le nom. Hein. Donc je fais l'exécution sur mon rollup, je fais mon consensus sur la chaîne principale, par exemple Ethereum, ici, hein, c'est un exemple, et je stocke les données et je les rends disponibles sur cette chaîne de data availability. Et pourquoi cette chaîne en fait est plus efficace, la data availability, cette chaîne spécifique pour ça? Il y a deux raisons principales. Déjà, elle ne fait pas d'exécution, elle ne fait pas de calcul, elle est vraiment spécialisée dans la donnée. Et en fait, elle utilise une technique tout simplement d'échantillonnage, voilà, data sampling, où elle vérifie seulement une partie des données pour être sûr de la fiabilité à X%. Donc voilà, elle n'a pas besoin de tout vérifier, elle vérifie qu'un petit bout des données, et donc il y a moins de données à télécharger, et donc elle peut le faire plus vite. C'est de l'échantillonnage tout simplement. Hein. Encore une fois, le but c'est de comprendre le concept. Hein. Évidemment, ce n'est pas des choses, à part ceux qui ont développé ça, c'est technique. Hein. Mais donc voilà, là c'est juste un résumé. Donc voilà, le rollup pose sur la couche ici ces données, et la couche settlement va poster ici les données, les data.
Et là, on arrive sur quelque chose qui devient vraiment très intéressant, en tout cas je trouve, c'est qu'on peut aussi faire le settlement à part. Là, ici, le settlement, voilà, je le fais sur une couche à part. Et ça, franchement, c'est vraiment assez intéressant. En fait, ça ressemblait à ça. Alors, je vais expliquer un peu le schéma. Ici, voilà, j'ai des couches d'exécution. J'ai 3 couches d'exécution qui viennent par exemple des roll-ups. Ici, j'ai une couche à part de settlement. Là, cette technologie, elle s'appelle Eclipse. Et en dessous, j'ai plusieurs layer 1 ou des couches de data availability. Et en fait, pourquoi c'est super intéressant d'avoir ça? C'est qu'on peut, sur un même couche de settlement, avoir plusieurs types de roll-up. Bon, franchement, là, voilà, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu ésotérique hein, peut-être. Et je vais avoir un roll-up qui fonctionne sur Ethereum, sur EVM. Je vais avoir un roll-up qui fonctionne sur SVM, c'est la blockchain le moteur de Solana. Et en fait, ces deux technologies qui normalement ne fonctionnent pas ensemble, et ben, grâce à cette couche commune de settlement, elles vont pouvoir, alors ça dépend de la commune couche de settlement, mais elles vont pouvoir avoir une sécurité partagée, elles vont pouvoir communiquer entre elles, parce que c'est aussi une couche de communication. Donc ça, franchement, je trouve que c'est quand même un des trucs les principaux, les plus intéressants quand même dans tout ça. Et après, le diable est dans les détails. Hein. Parce qu'en fonction de la couche settlement, évidemment, il y a des caractéristiques qui changent. Mais franchement, ça, c'est quand même vraiment prometteur. Ça permet quand même de détiloter les blockchains. C'est vraiment ouais, c'est prometteur quand même. Donc voilà, petit résumé. Et là, pour les gens qui sont accrochés, qui sont courageux, une dernière nuance, vous pouvez ne pas écouter. Il est possible de dire où est-ce que je fais mon settlement. Est-ce que je le mets sur une couche à part ou sur la blockchain mère? Ou est-ce que mon settlement, je le mets sur mon rollup? Là, par exemple ici, on voit le settlement, il est fait sur mon rollup. Alors voilà, c'est vraiment pour ceux que ça intéresse, hein, vraiment, vous embêtez pas avec ça, c'est vraiment un détail. Mais voilà, soit le settlement, je le fais sur ma blockchain principale, ma blockchain source, et donc c'est ma blockchain source, par exemple Ethereum, Bitcoin ou Solana, qui va vérifier la bonne blockchain et dire laquelle est la bonne. Ou soit le settlement et le consensus, je le fais de manière souveraine sur mon rollup. Et là, dans ce cas-là, le rollup, il va lui-même décider quelle est la chaîne officielle. Alors évidemment, ça veut dire que ce rollup, il peut faire des hard forks n'importe quand. Il peut dire n'importe quand, ah bah non, je cherche une règle de consensus, je reviens en arrière. Alors évidemment, il y a des garanties de sécurité qui sont beaucoup moins élevées, mais certaines blockchains, certaines applications peut-être, peuvent vouloir faire ça, se dire, ok, je veux être sur un environnement où je peux communiquer avec les autres blockchains, mais je veux garder parfaitement la main sur mon environnement, sur mes règles de consensus, et avoir la main là-dessus. Mais évidemment, le niveau de confiance sera beaucoup moins élevé, hein, ça c'est clair. Mais voilà, c'est vraiment une parenthèse pour ceux qui sont intéressés par ça. Donc voilà, c'est pour vous montrer une dernière fois les différentes choses. C'est monolithique. Les rollups, on fait l'exécution à côté. Validium, on fait aussi la data availability à côté. Et le settlement, on peut le faire aussi à côté. Alors voilà, donc le principal avantage, hein, c'est vraiment le fait qu'on peut optimiser tout ça et faire vraiment de l'imbrication. Donc c'est quand même, voilà, il y a un côté puissant. Et c'est vrai que j'aime bien ce schéma là, qui vient de ZK-Sync. C'est un exemple, c'est, voilà. Mais là, par exemple, voilà, on a la layer 1, Ethereum. Ici, on a une base de settlement entre les deux, qui fait Inherited Security. Et ici j'ai des rollups. Et ça qui est assez fort, en fait, surtout avec les ZKF, c'est possible. On peut avoir en fait, des rollups imbriqués les uns dans les autres. Ce qui devient quand même un truc de fou complètement, quoi. Et chacun de ces rollups, tout ça, c'est des rollups, plutôt ZK, quoi. Ils peuvent être imbriqués les uns dans les autres. Comment ils font techniquement? Bonne question, il faut demander à quelqu'un d'autre. Hein. Mais tout ça, ça a l'air très compliqué. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à Internet, par exemple, ça semble très compliqué. Mais on ne comprend pas tout ce qui se passe en dessous. En fait, au quotidien, quand on utilise Internet, c'est beaucoup plus facile. Là, par exemple, imaginons ce monde où il y a plein de blockchains, etc. Bah, pour s'en servir, concrètement, ce sera beaucoup plus simple. Par exemple, bon, là, c'est ZK-Sync qui appelle ça, c'est une marque, qui appelle ça Hyperchain. Mais c'est juste une chaîne, hein, et c'est leur marketing. Mais par exemple, voilà, j'ai une blockchain, c'est ZK-Sync. Ça, c'est le nom de la blockchain. Par exemple, si elle est imbriquée, elle serait imbriquée dans le monde de Reddit, la blockchain de Reddit. Ouais, ZK-Sync.Reddit. ZK-Sync imbriqué dans le monde de Reddit, la blockchain de Reddit, imbriqué dans Ethereum. C'est comme ça.
Donc voilà, ce sera facile de se repérer dans les différentes blockchains et de les appeler, en tout cas en théorie. Et par exemple, là, mes comptes, voilà, j'ai mon compte perso, voilà, ça c'est mon compte. Voilà, j'ai mon compte sur ZkSync, j'ai mon compte sur zkSync.reddit. Donc voilà, franchement, aujourd'hui, ça semble très très compliqué. Voilà, peut-être que nous, ça peut nous intéresser, vous, ça vous intéresse. Un jour, ce sera le but, c'est que comme Internet, évidemment, Internet, en vrai, c'est très compliqué. Maintenant, aujourd'hui, vous avez tapé www.google, c'est facile. Le but, c'est d'en arriver là. On n'y est pas encore, hein. On espère. Mais voilà, vraiment pour conclure tout ça, 2-3 mots sur les avantages et les inconvénients. Donc voilà, on a une sécurité partagée avec la blockchain de settlement. On a des chaînes qui sont optimisées dans les opérations mêmes. C'est plus facile d'avoir de la liquidité qui sont moins fragmentées, parce qu'en fait, via la couche de settlement, on a une communication qui est plus native. Alors de ce que j'ai vu, il y a quand même des vraies limites à ça, et ça dépend de l'implémentation. Ce serait un sujet à creuser. Et aussi, on peut customiser les différents rollups en fonction des propriétés de sécurité qui nous intéressent. Dernière chose, je pense, qui est super intéressante à se dire, c'est qu'en fait, il y a quand même, quoi qu'il arrive, des limites structurelles. Alors, il y a 3 limites structurelles déjà qu'on peut voir. C'est que, quoi qu'il arrive, une unité de stockage, c'est-à-dire qu'une place sur la blockchain, c'est toujours un accès séquentiel. On ne peut pas modifier le même données sur la blockchain 2 fois en même temps. Donc, ce sera toujours séquentiel. Deuxième chose, le consensus et la propagation des données, ça prendra toujours du temps, ce ne sera jamais instantané. Il y aura des améliorations, je ne sais pas. La data availability, ce qui veut dire télécharger des données, télécharger des données, ça prendra toujours du temps. Il y aura des améliorations, mais peut-être il y aura toujours des goulets d'étranglement quand même. Donc voilà, si vous avez intérêt de découvrir certains projets, pas de token pour l'instant, mais pas de token, non pas encore. Mais donc Celestia, voilà une couche de data availability, super intéressant franchement. Eclipse, voilà. Dimension aussi, c'est intéressant. Rollup, vous connaissez peut-être plus. Darknet, zkSync. Et si ça vous intéresse, je vous conseille de regarder la doc qui est lisible. Franchement, c'est lisible. De Celestia, zkSync. Vraiment, c'est compréhensible. Franchement, c'est super intéressant. Et ils font bien d'abord des intros et après des trucs plus compliqués. Et là, vous avez d'autres projets si vous voulez vraiment un peu creuser tout ça. Je ne les connais pas tous. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup. J'espère que c'était clair en tout cas.